au sein de chaque programme, la clé, c'est vraiment cette thématique que j'ai voulu installer pour chaque programme symphonique. Ce sont les thématiques. Le principe de thématique, on le retrouve dans les choix des œuvres lyriques, dans toute la programmation. Mais pour le programme symphonique, j'ai voulu que chaque programme soit lisible au cœur d'une thématique qui va nous permettre de lier ensemble les œuvres. Donc ce concert qui est sous le thème des variations, la variation est une base de la musique classique, de la musique dite savante, où un thème va être utilisé, puis orné. C'est une base depuis la musique Renaissance, la musique baroque. L'ornementation est déjà une forme de variation. Mais la variation a pour but de développer à la fois la science du compositeur, de développer toute une argumentation artistique, tout un discours musical sur un thème qui est donné au début. Et ça a aussi une autre facette, c'est parfois un regard d'un compositeur, par exemple le regard de Brahms sur Haydn, l'immense admiration qu'avait Brahms pour le génie Haydn de la forme se retrouve là-dedans. Et c'est ce qu'il exploite dans ses variations. Elgar utilise la variation sur un thème qui était un thème anodin qu'il avait joué pour son épouse, et il utilise ce thème-là pour croquer en musique des amis, des personnages, son entourage. Les variations s'appellent Enigma, puisqu'il y a toujours une énigme. Le personnage n'est pas cité, mais il y a parfois une ou deux initiales qui nous donnent des clés. Et il croque en musique les personnages en donnant une saveur unique. Et c'est vraiment un jeu de couleurs. C'est un peintre, c'est un dessinateur, c'est un caricaturiste de ces personnages en musique. Chez Rachmaninoff, on est sur la palette de Rachmaninoff, le virtuose. Rachmaninoff qui regarde un autre virtuose qui est Paganini, qui écrit 24 variations comme il y a 24 caprices de Paganini, chacune avec une saveur toute particulière, avec un thème toujours très identifiable. Ça, c'est vraiment un atout pour le public. Alors, autant pour le public averti, notre public traditionnel qui va trouver dans ces variations le thème, qui va s'amuser à rechercher le terme, que pour un public qui va être complètement néophyte et peut aussi s'approprier le thème, la thématique du concert et rentrer dans ce processus. Et pour ces variations concertantes, c'est vraiment une rhapsodie. On n'est pas sous la forme du concerto. Il y a du dialogue, mais il y a encore plus d'imbrication entre le soliste et l'orchestre que dans une œuvre concertante habituelle. Avec Lise de la Salle, qui nous fait l'honneur de venir pour cette ouverture de saison, c'est une nouvelle complicité qu'on met en place avec certains solistes. Lise est une pianiste à la carrière incroyable, qui n'était jamais venue à Tours. Pour moi, c'était la chance sur cette œuvre-là, que je sais qu'elle défend depuis quelques années avec son talent. C'était l'occasion de la voir sur ce programme-là et de faire cette nouvelle rencontre avec l'orchestre. J'envisage vraiment les invitations de solistes invités, mais surtout de chefs d'orchestre invités qui jalonnent toute cette saison par rapport à ce que chacun va pouvoir apporter comme richesse d'interprétation, comme regard nouveau sur les œuvres pour nourrir le travail quotidien de l'orchestre. Moi, en tant que chef permanent, je leur amène un travail de fond, qui est un travail de programmation, de gestion des œuvres, du répertoire, travail sur le son, travail sur la qualité intrinsèque de l'orchestre. Mais je considère que l'apport est tout autant essentiel des artistes invités. On aura également Xavier Demestre qui viendra au mois de janvier pour jouer le concerto de Glier avec Alexander Anissimov, un excellent chef russe à la baguette. Dans les chefs invités, il y a un chef que j'aime particulièrement qui s'appelle Kaspar Zender, qui est un chef suisse, qui est un ciseleur d'orchestre. Il fait un travail formidable avec tous les orchestres qu'il est amené à diriger. Robert Houlihan, un chef irlandais, viendra diriger un programme qui sera consacré à Shakespeare. On parlait tout à l'heure de thématique. 2016, l'année Shakespeare. Comment fêter, nous, Shakespeare en musique? On avait pas mal de pistes et j'ai choisi une des pistes est de chercher comment la tempête de Shakespeare a été utilisée par Sibelius, par Tchaïkovski. On aura un petit détour vers Othello, mais l'Othello de Dvorak,
qui est vraiment méconnu, qui est un grand poème symphonique. D'ailleurs, le poème symphonique est assez largement représenté dans toute cette saison symphonique. C'est un petit peu une nouveauté pour cet orchestre, un répertoire qui n'est pas forcément dans leur corps, on pourrait dire, donc dans les habitudes, et qui peut amener justement une palette de recherche de sons, de couleurs, de textures harmoniques qui est vraiment intéressante à travailler. Alors c'est un orchestre qui a beaucoup de richesse, euh, qui a une motivation incroyable puisque c'est un orchestre qui doit rayonner sur un territoire qui est très vaste. Donc pour cela on se divise en plusieurs formations, donc la petite formation, moyenne ou grande formation selon les salles qui peuvent nous accueillir, avec donc des œuvres adaptées. On cherche à diversifier un petit peu le répertoire sur cette saison et à apporter dans des lieux qui n'ont pas un accès fréquent à la musique classique en direct, bien qu'il y ait l'accès web, médias et, euh, et télévision. On essaye de leur apporter des pièces un peu inhabituelles, comme le Dumbarton Oaks de Stravinsky, ou une sérénade de Wagner, le festin de l'araignée de Roussel. Essayer d'amener vraiment un panel d'œuvres, toujours liées entre elles par des thématiques pour que ce public puisse s'approprier le concert et venir sans a priori, même pour écouter Stravinsky, Roussel ou Milo. C'est pour nous notre mission. Avec l'orchestre, on est vraiment dans la recherche de cette sonorité qui est particulière à chaque époque. C'est pour ça que les programmes sont articulés toujours un petit peu de manière à travailler certaines sonorités et avoir un travail cohérent sur une série. Et on travaille vraiment dans cette recherche-là, avec toujours beaucoup de passages solos, puisqu'on a la chance d'avoir dans la petite harmonie des solistes de qualité, et travailler sur un son de cordes qui va servir justement chaque esthétique. Pour cette saison, j'avais regardé un petit peu les saisons passées et j'ai vu qu'il y avait une activité sur des grandes symphonies, sur des œuvres assez majeures du répertoire et parfois quelques monolithes symphoniques, les grandes symphonies de Beethoven, tout ça. J'ai voulu cette saison amener une petite respiration par rapport à ça, avec des œuvres plus rhapsodiques, on pourrait dire, ou plus inhabituelles pour eux. Ça leur demande un investissement personnel plus important puisque pour de nombreux concerts, ce sont des premières pour eux ou des découvertes, et attiser un petit peu leur curiosité sur ce répertoire qui est immense. Et moi, j'aime bien aller aussi vers ce répertoire du début du XXe, où il n'y a pas que, et que j'adore, les impressionnistes français, et tout ce courant, mais on peut aller voir un petit peu plus loin vers les Stravinsky, vers les Anglais, vers la musique américaine des années 20. Il y a beaucoup de répertoires à explorer par là. Alors ces complicités qui sont une nouveauté à Tours, quand je suis arrivé ici, j'ai mesuré qu'il y avait à l'échelle de la ville, si on pouvait comparer Tours avec d'autres villes de même dimension, il y a une richesse d'acteurs culturels de tout premier plan, que ce soit par les ensembles spécialisés de musique ancienne, ancienne baroque, renaissance, par les ensembles de musique contemporaine, par un centre chorégraphique national qui est de tout premier plan avec Thomas Lebrun, un centre dramatique dirigé par Jacques Vincey, un musée des beaux-arts, une cinémathèque, un conservatoire, un réseau de bibliothèques. Vraiment, il y a un foisonnement culturel et j'ai voulu être un petit peu catalyseur de toutes ces énergies, de toutes ces forces de création. Et je me suis dit comment, en tant que grand théâtre, en tant qu'établissement culturel imposant, placé en centre-ville, comment je peux réunir un petit peu toutes ces actions. J'ai pas le goût du précaré, donc forcément mes actions vont aller vers eux. Et j'ai trouvé par le biais des thématiques comment les associer sur certaines thématiques. Le musée des Beaux-Arts avait le tableau La folie de la fiancée de la mère mort, donc forcément pour Lucia de la mère mort, c'était une complicité toute trouvée. Mais on a aussi travaillé avec le CHU, on a eu un très beau papier sur la folie où un professeur du CHU nous a diagnostiqué la folie de Miss Lucia. Et puis on va avoir sur les autres problèmes des sujets de société aussi qui vont être évoqués, sur l'ACME. L'ACME, qui est un ouvrage emblématique du 19e siècle, porte un regard sur le fanatisme religieux et sur le terrorisme, et sur des choses qui nous sont très, très contemporaines. Le père de l'ACME, le brahman Nilakanta, demande à ses plus proches fidèles de commettre un attentat au marché pour tuer les soldats, parmi lesquels Gérald, qui est amoureux de sa fille. C'est très d'actualité. Pour moi, c'est un moyen d'exprimer aussi aux étudiants,
aux lycéens qui ne viendraient peut-être pas forcément voir l'Acmé. Je ne pense pas que quand on a 17 ans et qu'on n'est pas sensibilisé à l'opéra, l'Acmé soit forcément le premier titre qu'on choisisse. Mais par cela, on peut leur dire, vous voyez, on a un ouvrage qui est totalement emblématique, totalement caractéristique de l'opéra du 19e siècle, qui nous parle de sujets de société qui nous parlent maintenant. Comment le 19e siècle regarde cette thématique du fanatisme religieux lié à l'orientalisme, lié au colonialisme, comment avec notre regard du 21e siècle, avec notre actualité, on peut en parler. Donc on aura ce rapport-là aussi avec les étudiants, avec les maîtres d'œuvre de la production. Sur l'orientalisme, on va travailler avec le Musée des Beaux-Arts, qui a une très belle collection de Delacroix et de dessins préparatoires. On a cette thématique qui est déclinée avec la Cinémathèque, avec des projections. On a le Centre dramatique national qui va présenter la pièce de Stefano Massini, Je crois en un seul Dieu, qui parle uniquement du monothéisme et, et du rapport à la religion. On va, alors c'est peut-être un petit peu plus tiré, mais on va jouer le Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, donc avec cette implication très, très fervente de Messiaen. Donc voilà, comment tisser autour d'un thème. Ah, c'est pas fini, l'Acmé, l'orientalisme. Dulce Mémoire viendra faire une rencontre entre la musique Renaissance et la musique indienne de tradition orale, entre les représentations de l'Acmé, l'ensemble Consonance, qui eux sont plutôt sur la musique baroque, nous fera une soirée autour des Galantes Indes, des Indes galantes. Le spectacle s'appelle Galantes Indes, avec la participation du chœur de l'opéra. Au lieu d'avoir 3 soirées d'opéra de l'Acmé, on va avoir peut-être 20 soirées autour de thématiques qui vont faire que les publics vont se rencontrer, vont se croiser, et vont se poser des questions. Quel est le rapport d'une forme artistique à une autre? Oui, c'est vrai, l'opéra de Tours et l'orchestre symphonique ont une grande tradition de sensibilisation, de médiation des plus jeunes. J'ai voulu accentuer ça par de nouvelles actions, comme les concerts bébés, par exemple. C'est une nouveauté. On a rénové une salle qui va être principalement dédiée à la petite enfance et aux plus jeunes spectateurs, des concerts à partir de 3 mois. De 3 mois à 3 ans, pour que les petits soient, avec leurs parents ou leur nourrice ou leurs assistantes maternelles, aient une première approche de la musique, sans le filtre que notre éducation musicale, sociale peut nous apporter. Ensuite, ils vont avoir tout un panel d'œuvres dans un déroulé qui est très étudié, qui est totalement adapté à leur écoute, à leur jeune âge. Ils vont avoir du Cage, ils vont avoir du Mozart, ils vont avoir du Brahms, ils vont avoir du Schumann, des choses très 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 différentes, mais qui vont interpeller l'écoute. Et je vous parlais tout à l'heure de Petites Oreilles, c'est aussi le titre d'une série symphonique qui est dédiée aux enfants. Dans ces concerts Petites Oreilles, on leur jouera le Festin de l'araignée de Roussel, où ils seront avant sensibilisés à l'entrée des fourmis en musique, la danse du papillon, l'araignée, les funérailles de l'éphémère. C'est une des plus belles musiques qui existent, le Festin de l'araignée. Et ensuite, par le Bœuf sur le toit de Milo, on se détourne un petit peu vers l'esprit cabaret, où ils vont devoir reconnaître ce thème qui est joué dans absolument toutes les tonalités, et leur faire comprendre comment, enfin au moins leur donner conscience que la musique était d'abord une musique à écouter, qui est devenue une musique à danser. La musique à danser est devenue plus tard à nouveau une musique à écouter, puisqu'on a ressorti des suites symphoniques de grandes musiques de ballet, et comment il y a un petit peu ce phénomène cyclique et central de la musique à danser au sein de la musique classique. Évidemment, j'aurais envie de mettre en avant tous les programmes, puisque chacun a sa saveur particulière. Il y en a un qui me tient bien à cœur, et celui qui sera dirigé par Benjamin Lévy, un chef que j'apprécie particulièrement, avec en soliste Laurent Benoît Austin, qui est l'un de nos violons solos, et qui jouera le concerto de Sibelius, dans une thématique autour des contes et légendes, qui va être assez développée cette saison. On aura l'ouverture Die Schöne Mélusine, la belle Mélusine de Mendelssohn, Ma Mère Loi, le ballet intégral, une pièce de Dominique Probst, Nuée, qui est absolument splendide pour l'orchestre. Donc voilà, toute cette thématique contes et légendes qui va être revue plus tard avec Rusalka de Dvorak. Et puis pas mal d'interventions aussi pour les enfants et des concerts de musique de chambre. Et il y a un autre concert pour lequel je serai à la baguette cette fois, qui est un concert Strauss-Wagner. Nikolai Choukov et Isabelle Kals viendront interpréter quelques leaders de Strauss. C'est un répertoire auquel je suis fidèle depuis quelques années, que j'ai pu diriger pas mal à l'étranger. Et j'ai envie d'apporter ça à l'orchestre, cette science qu'a Strauss du langage orchestral, d'une orchestration absolument des plus fines, des plus sublimes, avec ce symphoniste lyrique qu'est Wagner. Mais on va vous jouer beaucoup d'œuvres orchestrales pures et d'interludes pour un orchestre qui va être copieux, mais voilà, dans une recherche stylistique cohérente toute la soirée.
cette saison lyrique, j'ai voulu l'articuler autour d'ouvrages phares du répertoire et d'ouvrages qui avaient été un petit peu, qui étaient méconnus à Tours, comme Rusalka et L'Homme de la Mancha, dont on n'avait jamais été joué sur cette scène. Donc c'était pour moi l'occasion d'amener la très très belle production de l'opéra de Monte-Carlo et de Nuremberg, de Rusalka, qui est une des plus belles productions que j'ai vues ces dernières années, que nous aurons pour la fin de saison. Nous avons ouvert la saison avec une Lucia di la Mer Mort de Frédéric Bellier-Garcia. J'ai cherché aussi que toutes les productions relèvent d'une esthétique assez pure, plus moderne, et qu'il y ait une variété à la fois dans les titres, mais dans les regards que peuvent avoir les metteurs en scène sur ces titres.